Bonjour Philippe Fulsac et on est reparti pour la suite de cette vidéo pour célébrer donc l'éclipse du 8 avril 2024. Donc, je vous parlais dans la dernière vidéo de Lagrange et de la Lune et donc je vais reprendre là où je vous ai quitté. Dans un premier temps, je vous ai donc expliqué le cheminement de Lagrange, en tout cas dans ses grandes lignes. Et la manière dont il a obtenu finalement les équations qui régissent l'évolution des éléments oscillateurs des planètes en utilisant la méthode qu'il a introduite, cette méthode de variation des constantes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais discuter de l'application et comment est-ce que Lagrange a appliqué ces théories de la variation des constantes au problème du mouvement de la Lune. Et ensuite, on discutera de manière plus générale de l'impact des travaux de Lagrange sur, sur simplement sur le monde mathématique. Alors, pour voir donc le concept développé par Lagrange, on peut simplement visualiser les choses dans l'espace. On regarde un problème à 3 corps. En fait, un problème à 2 corps, le système Terre-Lune. Donc la Lune tourne autour de la Terre. La Terre est au centre de notre repère. On a 3 étoiles fixes et notre repère pointe, les axes de notre repère pointent dans ces 3 dimensions d'espace. D'accord? Et donc, on a un astre perturbateur, le Soleil, qui effectivement joue un rôle très important dans le mouvement de la Lune et qui perturbe donc le mouvement keplérien dans cette image-là de la Lune autour de la Terre. En tout cas, c'est le schéma choisi par Lagrange. Et donc, il va en fait vouloir regarder comment évolue l'orbite de la Lune, si vous voulez, et s'éloigner du problème de Kepler. En fait, le problème de Kepler, maintenant, va devenir un problème osculateur. Et donc, comme on l'a déjà discuté, les équations développées par Lagrange nous permettent de calculer ce mouvement à un certain ordre d'approximation. Donc, dans cette théorie, on a bien sûr le potentiel de gravitation, hein, toujours pareil, Gm divisé par r, ça c'est le potentiel de gravitation créé par une masse m à une distance r. Et donc, on a ça c'est l'expression des équations de Newton, où V maintenant, V c'est le potentiel perturbateur créé par le Soleil. Et ces potentiels perturbateurs, on peut évidemment, il est dû à la masse du Soleil, la constante de gravitation, et il dépend, c'est une fonction de la géométrie du système. Et cette géométrie du système, elle comporte en fait 2 éléments, tout simplement. Ces 2 éléments, c'est la distance de la Lune au Soleil et l'angle, en fait 3 éléments. La distance de la Lune au Soleil, l'angle entre le rayon vecteur de la Terre-Lune et le rayon vecteur Terre-Soleil, et le troisième, c'est la distance de la Terre au Soleil. Hein. Donc R' ici, c'est réfère au rayon vecteur Terre-Soleil et R au rayon vecteur Terre-Lune. Alors le Soleil est loin, donc on a un petit paramètre, au moins du point de vue des distances. Évidemment, le Soleil compense ce petit paramètre par son énorme masse. Mais le petit paramètre, c'est le rapport de la distance Terre-Lune sur la distance Terre-Soleil. Et donc, l'idée, c'est évidemment de faire un développement limité du potentiel dans ce petit paramètre. Et si on fait des calculs, c'est pas bien difficile de montrer que le potentiel s'exprime sous la forme simplement du potentiel sphérique, hein. Il est modifié maintenant par ce petit paramètre et l'angle, cet angle psi entre le rayon vecteur Terre-Lune et Terre-Soleil. Alors, on va simplifier ce potentiel-là et on va le décomposer, ou plutôt Lagrange le fait, hein,
parce que je décris simplement ce qu'a fait Lagrange. Alors V1, c'est un potentiel, à variation séculaire sans terme périodique, et V2, c'est un potentiel qui fluctue et qui varie rapidement. Alors Lagrange, néglige le 2e potentiel, les fluctuations périodiques, parce qu'il est intéressé vraiment aux effets à long terme, aux effets nets à long terme, qui sont contenus dans V1. Donc on néglige l'impact de V2 et on ne s'intéresse qu'à l'influence de la partie séculaire, la tendance si vous voulez. On va noter, ns, comme toujours, le mouvement moyen, du Soleil, donc 2π divisé par, la période de rotation du Soleil. Et donc on peut montrer facilement qu'on peut exprimer le potentiel perturbateur, en tout cas sa partie séculaire, sous cette forme-là. Et vous voyez que là, la beauté de la chose, bien sûr, c'est un calcul de Lagrange, c'est que c'est exprimé dans l'espace des constantes du mouvement, c'est-à-dire, dans l'espace des éléments keplériens. On reconnaît A, on reconnaît E, on reconnaît I. L'inclinaison, l'excentricité et le demi-grand axe. Donc ça, c'est vraiment une formule vraiment fondamentale, hein. Puisqu'on veut tout exprimer, on veut exprimer toute la dynamique dans une dynamique sur l'espace des éléments keplériens, et ben c'est ça le potentiel dans cet espace-là. Et ce calcul n'est qu'un calcul géométrique, c'est juste la conséquence de la géométrie du système. Et comme je vous le dis, c'est bien sûr, c'est naturel de chercher à exprimer le potentiel, au moins d'une manière approchée, dans ces coordonnées des constantes keplériennes. Alors on voit que seuls A, E et I apparaissent, et donc en particulier que le potentiel ne dépend pas des 6 éléments keplériens, mais seulement de 3, ce qui implique, si on se réfère de nouveau aux équations de Lagrange, qui sont là, vous allez voir qu'ici, il y a des termes qui vont donc s'annuler tout simplement, puisque ces termes n'existent pas. Le potentiel ne dépend pas, le potentiel perturbateur V ne dépend pas de certaines coordonnées ou de certains éléments de Kepler. Et donc on obtient en particulier la réponse une de ces réponses, c'est la réponse à ma question. Et je vais vous le dire plus précisément. Donc on obtient A point égale 0, I égale 0, I point égale 0 et E point égale 0. Alors ça, c'est l'aspect, si on veut, parménidien des équations de Lagrange, puisqu'on voit effectivement qu'il y a des choses qui sont immuables. L'inclinaison est immuable, le demi-grand axe est immuable, l'excentricité est immuable, hein. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que ces quantités ne changeant pas du temps, eh bien, en particulier, l'inclinaison ne dépend pas du temps, et donc le plan garde une orientation constante. C'est bien la réponse à la question que je me posais au début de la première vidéo. Merci monsieur Lagrange. Et aussi, puisque A et E caractérisent la forme de l'ellipse, eh ben, la forme géométrique de l'ellipse ne change pas, donc la seule chose qu'elle peut faire, c'est tourner. Et donc elle va tourner dans un plan constant, et donc finalement, on peut voir que ce qui se passe, c'est en fait un phénomène très simple, c'est que l'orbite de la Lune tourne dans son ensemble sans changer de forme, et c'est donc un phénomène de précession. Et donc on peut calculer les caractéristiques de cette précession, hein. Si on suit le mouvement, la longitude du nœud ascendant, oméga, rappelons que c'est donc ça, c'est un des éléments qui varient, hein. Là, on a parlé des éléments qui ne variaient pas, mais maintenant on va parler des éléments qui varient. Donc oméga point, c'est simplement, on applique simplement les équations de Lagrange et on obtient ça. Et donc, si on traite ça, on reconnaît que tous ces nombres sont effectivement approximativement constants, hein, I, E, donc on vient de montrer qu'elle ne varie pas avec le temps. Donc oméga point est une constante, et avec un signe moins, on voit qu'il y a une régression de la ligne des nœuds à vitesse constante. Et donc ça, c'est un autre, donc c'est la 4e conséquence des équations de Lagrange.
Non seulement ça, mais donc cette régression, on peut en calculer la vitesse en faisant une application numérique, en remplaçant tout ça par des données d'observation, disons. Et après, on peut faire le même calcul pour l'argument du périgée. Et on va voir effectivement que l'argument du périgée tourne, donc j'ai montré les deux phénomènes ici, d'accord? Donc là, on voit, la ligne des nœuds qui régresse et le périgée qui tourne à cette vitesse, d'accord? Rappelons, la définition du périgée, hein. On a l'apoastre, le périastre, les distances sont appelés aphélie et périhélie dans le cas du Soleil et dans le cas d'un satellite de la Terre, et c'est le cas en ce moment, on parle de la Lune autour de la Terre. Évidemment, cette ellipse est vastement exagérée. On parle d'apogée ici et de périgée là. D'accord? En pratique, cette ellipse est presque circulaire. Alors, en appliquant donc si on fait une application numérique de ces équations, on trouve quoi? On trouve que la régression est de moins 199,61 secondes par jour et pour la rotation du périgée, on trouve cette quantité, 397,57 par jour, secondes par jour. Que disent les observations? Alors, les observations, le alpha, la régression effectivement est observée, la régression des lignes des nœuds. Pareil pour la précession, mais les valeurs, la valeur de la régression de la ligne des nœuds marche très bien, puisqu'il n'y a que 5 d'erreur, donc c'est quand même une relativement bonne explication. Par contre, il y a une erreur beaucoup plus large pour ce paramètre-là, qui est donc la rotation du périgée. Donc, conclusion, la théorie de la lune de Lagrange n'est pas totalement au point, d'accord? Et il faudra beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à maîtriser vraiment tous les calculs. Alors, ce seront les travaux de Hansen, avec ces fameuses tables, les travaux de Delaunay, avec les commentaires de Leverrier, et finalement, on arrivera à Newcomb. Et c'est Newcomb qui assemblera tout cela dans les années 1890, et en particulier ces tables de la Lune et ces éphémérides, donc de la Lune, du Soleil et des planètes, serviront de référence pendant 80 ans. Mais ceci est une autre histoire. Alors rappelons aussi, hein, que Newcomb, c'est un néo-écossais. Il est né à Wallace en Nouvelle-Écosse. J'ai déjà fait plusieurs exposés sur lui dans le passé, et on reviendra sans doute à Newcomb à un moment ou à un autre. Voilà, donc la conclusion, c'est merci Monsieur Lagrange. Vous m'avez permis de comprendre beaucoup mieux pourquoi il était vraisemblable que l'inclinaison du plan de l'orbite de la Lune sur l'écliptique ne change pas malgré la perturbation du Soleil. Bon, malgré ce désaccord, je pense quand même que votre image et votre technique sont fantastiques. Et oui, j'avoue que je suis très admiratif de votre travail, Monsieur Lagrange. Alors maintenant, pour continuer dans cette veine, je voudrais revenir sur l'aspect plus théorique des calculs de Lagrange et de ce qu'a introduit Lagrange. D'accord? Alors, passons donc à cette deuxième étape. Et donc, revenons sur le calcul de Lagrange et sur l'idée de la variation des constantes. Donc, l'idée principale, c'est de regarder l'évolution des éléments oscillateurs à la trajectoire du système. Ces éléments oscillateurs, donc les constantes du mouvement, d'accord, qui sont les éléments keplériens, d'accord, varient sous l'action d'un potentiel perturbateur V de t. On l'a vu dans le cas du Soleil. Mais évidemment,
Lagrange va travailler là-dessus et va y travailler pendant 40 ans, entre autres, il n'a pas travaillé que là-dessus, mais on voit que ces travaux s'échelonnent quand même de 1770 à 1810, ce qui n'est quand même pas une petite période de temps. Et c'est un chemin de progrès continu qui culmine par 2 mémoires, celui du 22 août 1808, mémoire sur la théorie des variations des planètes, et celui du 13 mars 1809, mémoire sur la théorie générale. Alors, donc, ces 2 mémoires sont vraiment, enfin, cet aboutissement consacre finalement, une toute nouvelle manière de concevoir finalement les problèmes de mécanique quelconque, en fait, on va dire, sous l'angle du calcul variationnel. Au début, les calculs de Lagrange sont laborieux et compliqués à suivre, mais Lagrange découvre un moyen de les formaliser et surtout de simplifier les calculs sur les constantes. Les constantes, il note A, B, C, et cetera. Constantes que j'avais notées, lambda 1, lambda 2, et cetera, plus tôt. Alors les notations de Lagrange ne sont pas toujours faciles à suivre, hein. Il utilise, T pour l'énergie cinétique, T' pour, le moment, par rapport à la coordonnée R, hein. Donc si vous voulez, par exemple, ça serait si la coordonnée R était un X, ça serait la quantité de mouvement le long de l'axe des X. T seconde pour, la quantité de mouvement par rapport à la coordonnée généralisée S, et cetera. T tierce, et cetera. Alors on suppose, hein, on va supposer que Lagrange suppose que la position du système est donnée en coordonnées généralisées, pas forcément des coordonnées cartésiennes, qui notent R, S, U, hein, donc pas forcément X, Y, Z. Et les coordonnées duales, comme j'ai dit, c'est PR, PS, PU. Et ces coordonnées duales, elles sont déduites du Lagrangien de cette manière. Ça, c'est évidemment Lagrange qui introduit en montrant la nécessité de construire ça, d'accord. Effectivement, vous pouvez voir que si EC, c'est 1/2 de mv2 et que vous divisez enfin, que vous prenez la dérivée par rapport à mv, par rapport à v, il vous reste mv. C'est donc bien la quantité de mouvement, d'accord. Calcul très simple qui vous montre que ces équations font du sens. Donc voilà les quantités duales. Et au bout du compte, Lagrange montre que les équations sur ABC se simplifient s'il introduit ce qu'on appelle les parenthèses de Lagrange. Alors, parenthèse A, virgule B, hein. Et là, vous voyez que ces parenthèses s'écrivent comme ça, dr sur dA, dpr sur dB, moins dr sur dB, dpr sur dA, plus ds sur dA, dps sur dB, etc. Et donc, vous voyez que les A et B, les constantes du mouvement, là, elles sont en dessous. Elles figurent en dessous. Ce sont les quantités par rapport auxquelles on dérive. Alors, Lagrange trouve une nouvelle façon d'écrire les équations du mouvement, les équations de Lagrange, qui sont essentiellement les conditions d'extrémum pour la fonctionnelle de Lagrange. Et c'est vraiment une expression du principe de moindre action. Et ces équations de Lagrange s'écrivent comme ça, donc c'est encore tout ça, c'est donc bien contenu dans ces mémoires de Lagrange. Et V, c'est le potentiel des forces qui, ici, ne dépend que des positions. D'accord. Après, Lagrange regarde ça en plusieurs étapes. Il regarde d'abord le cas où ça ne dépend que des positions, puis il rajoute un terme perturbateur qui dépend du temps. Alors, T, la notation T, c'est pour l'énergie cinétique. La notation V, finalement, on peut penser à l'énergie potentielle. Et le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, T moins V. Et donc, ces équations-là, on peut aussi les écrire comme ça, hein. C'est une forme moderne d'écriture. Et on a donc, ça c'est des équations de Lagrange, on a n équations. Et ces équations sont des équations du deuxième ordre, puisque même si on voit juste un d sur dt ici, il y a un autre d sur dt ici, caché si vous voulez, dans le q.i. Les QI ici sont les coordonnées généralisées du système, Q1, Q2, Qn, donc la position, ça repère la position du système, et les Q.I repèrent les vitesses par rapport au temps de ces positions généralisées. Et donc, effectivement, c'est une équation du deuxième ordre en temps, puisque dl sur dq.i, ce terme-là dépend de q.
d'accord? Donc on dérive une dérivée et donc on a bien un deuxième ordre dans le temps. Donc on doit intégrer n équations du deuxième ordre, d'accord? On a besoin de 2 n constantes du mouvement et Lagrange recherche les équations satisfaites par ces, justement, constantes. Dans un premier temps, elles sont constantes, dans le deuxième temps, il les fait varier par rapport au temps, d'accord? Autrement dit, les coordonnées généralisées dépendent du temps et d'une série de constantes qui sont justement, alors grand C ici, et la série de constantes, c'est ABC. Je les ai notées, par exemple, dans le cas des équations des planètes, qui est un cas particulier, évidemment, puisqu'on peut traiter n'importe quel problème mécanique de cette manière. Dans le cas des éléments keplériens, je les avais notés lambda 1, lambda 2, lambda 6. Et rappelez-vous, c'était A, le grand axe de l'ellipse, I, l'inclinaison, E, etc. D'accord? L'excentricité, etc. Donc, vous voyez comment on est passé d'un problème concret à une méga généralisation. Et ça, c'est bien, ce sont les mathématiciens de talent qui arrivent à faire ça, et eux seulement, je dirais. Le potentiel est donc découpé par Lagrange en un potentiel stationnaire qui ne dépend pas explicitement du temps et un terme instationnaire. On peut traduire de cette manière oméga qui dépend de la coordonnée généralisée ou du vecteur coordonné généralisé et du temps. Alors la découverte clé de Lagrange, ça il faut bien insister là-dessus, c'est que les parenthèses de Lagrange sont des constantes. La dynamique ne change pas leur valeur. Donc ils ne changent pas au cours du temps, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le mouvement est décrit sur la variété des constantes ABC. Le mouvement est décrit par une évolution de 2n constantes. Et cette évolution se traduit de cette manière. Alors d'abord, dans un premier temps, Lagrange montre ces équations, d'accord? Donc la somme des AI parenthèse AJ dérivée des AJ par rapport au temps, c'est le gradient du potentiel perturbateur par rapport à la coordonnée. Alors maintenant, c'est une nouvelle coordonnée, c'est la constante AI. Et là, on a donc 2 équations. Et en inversant ce système, eh ben, on obtient, voilà, on obtient ceci. Alors, peut-on encore simplifier cette image? Alors, la réponse, c'est oui. Et ça, ce sont les travaux de Poisson et de Darboux. Poisson, un élève de Lagrange à l'école polytechnique, découvre presque immédiatement qu'on peut renverser les parenthèses de Lagrange. Il obtient une nouvelle entité qui s'appelle la crochet de Poisson, qui permet directement d'écrire les équations d'évolution de n'importe quelle fonction f, de la position et de la quantité de mouvement, si vous voulez. Donc n'importe quelle fonction définie dans l'espace des phases, on peut en calculer l'évolution sous la dynamique. Et la forme de Poisson des équations de mouvement, elle est très simple, c'est ça. Vraiment une belle équation. A.I dérivée de AI, c'est AI oméga. Ou A point égale A oméga. Ou A oméga, c'est le crochet de Poisson de A et oméga. C'est la forme synthétique de ces équations-là, en fait. D'accord? Alors là, directement, on en déduit beaucoup de choses. Par exemple, le théorème de Poisson, que si on a 2 intégrales du mouvement, le crochet de Poisson est aussi une constante du mouvement, et ça, c'est une conséquence d'une identité non pas trouvée par Poisson, mais trouvée plus tard par Karl-Emil Jacobi. Et cette identité spécule que si vous prenez des triplés et que vous les permutez de manière circulaire dans le crochet de Poisson, vous obtenez 0. Donc, ces crochets ne sont pas indépendants, il y a des relations algébriques entre ces crochets. Et donc, aussi, autre conséquence, c'est que pour qu'une fonction soit une constante du mouvement, il suffit qu'elle commute avec la fonction spéciale oméga, la forme spéciale oméga. On reviendra sur cette forme dans un instant.
Donc oméga, c'est, on l'a vu ici, c'est une fonction, je vais dire plutôt fonction que forme puisque le crochet s'applique entre fonctions. Donc le oméga, c'est le potentiel perturbateur ici. Alors, c'est évidemment, si vous avez bien, suivi, vous voyez bien que pour dans les cas des parenthèses de Lagrange, les A, B sont en bas. Dans le cas de Poisson, ils sont en haut et donc naturellement, et ça a été démontré par Cauchy, la relation entre les parenthèses et les crochets de Poisson, les parenthèses de Lagrange et les crochets de Poisson, c'est tout simplement une relation inverse. Voilà, et ça, c'est Cauchy qui résume tout en quelques pages, en 6 pages, dans un de ses mémoires. Et comment s'exprime le crochet de Poisson? De manière très simple, avec les A et B en haut. Évidemment, A et B, vous pouvez remplacer par n'importe quelle, fonction, hein, et voilà, des A sur des PR, des B sur des R, moins des A sur des R, des B sur des PR, et vous continuez ici dans les autres coordonnées généralisées, PS, S, PUU, et cetera. D'accord? Toujours les RSU, repèrent la position du système et les PR, PSPU repèrent les quantités de mouvement associées, ou quantités duales. Et maintenant, les AB sont en haut. Alors, une chose importante à noter, c'est que les crochets de Poisson sont beaucoup plus, faciles à manipuler que, beaucoup plus élégants finalement et beaucoup plus faciles à manipuler que les parenthèses de Lagrange. En fait, les parenthèses de Lagrange, dépendent on ne peut pas prendre la parenthèse de Lagrange de f et g avec f et g quelconque. Il faut d'abord spécifier un système de fonctions qui forme une carte de l'espace des phases et ensuite on peut utiliser ces fonctions dans des parenthèses de Lagrange. C'est ce qui se passe dans le cas, particulier de l'exemple des éléments keplériens. Mais, en contraste avec, ceci, les f et g, peuvent être n'importe quelle fonction dans l'espace des phases, n'importe quelle fonction différentielle dans l'espace des phases. Hem, donc vous définissez f et g arbitrairement, il faut qu'elles soient des fonctions différentielles lisses et vous pouvez calculer le crochet de Poisson. Alors pour conclure, il faut conclure vraiment finalement par la forme la plus élégante de tout ça, qui est la forme donnée par Darboux. Et en fait, effectivement, on peut définir, la forme qui définit, finalement qui définit toutes les intégrales, ou les constantes des mouvements, des quantités qui se conservent et cette forme-là, ça c'est la forme canonique. Donc il existe un système de coordonnées, en position et en les coordonnées duales. Donc on a toujours l'espace des positions, l'espace des quantités de mouvement, donc l'espace des phases. On peut munir l'espace des phases d'un système de coordonnées tel que, la forme la f telle que la forme oméga s'exprime sous cette forme-là. Donc une forme diagonale, dQi, produit extérieur par dPi. Et c'est cette forme qui permet de comprendre le mieux, toute la structure sympathique du problème. Et donc si vous voulez vous convaincre, de la beauté de cette, simplification, en fait, c'est tout simplement une sorte de diagonalisation, de diagonalisation des de la des parenthèses de la matrice des parenthèses de Lagrange. Et en fait, effectivement, si vous développez les coordonnées, chaque coordonnée généralisée, si vous voulez développer, donc vous développez la différentielle de QI, le long des A, donc des constantes, hein, en utilisant la formule de la chaîne habituelle. Vous faites la même chose pour les coordonnées duales, hein, quantités de mouvement, qui décrivent les quantités de mouvement. Et si vous remplacez ces 2 formules-là dans ce produit-là, et ben, vous retrouvez exactement les parenthèses de Lagrange. Donc en fait, c'est ça qu'on a.
Donc ça, c'est la forme pleine, on va dire, hein, non diagonalisée, et ça, c'est la forme canonique. Et alors avec ça, vous pouvez, trouver, les recherches qui se sont en suivi, ou qui ont suivi, sont dues à Poincaré, à Cartan, avec notamment les fameuses leçons de Poincaré et Cartan sur les invariants intégraux. Et là, on utilise effectivement, la forme, canonique, et on découvre, finalement, tous les invariants du système. D'accord? Et finalement, toutes ces équations du mouvement deviennent de plus en plus algébriques. Heu, on a développé donc, la structure de groupe symplectique, la notion de forme symplectique, hem et donc tous les travaux de Lagrange ont en fait consacré les débuts ont fondé ce qu'on appelle la géométrie symplectique. Le mot est dû à Hermann Weyl, qui a introduit qui a introduit ça dans un fameux livre, sur la théorie des invariants, et ses applications notamment en mécanique et en mécanique quantique. Voilà, donc ça, c'est la fin de cette, vidéo. J'espère que vous êtes convaincus, comment dire? De la beauté et de l'élégance du travail de Lagrange, et je vous dis à bientôt.